Le 22 septembre, sous la présidence de Sir Justice Arthur Draper, s'ouvre mon procès. Il fait très lourd, orageux. Il doit soulever sa perruque pour s'éponger. La salle est pleine à craquer. Monsieur le Président, nous désirons que le témoin s'abstienne de tout commentaire et ne réponde que par oui et par non. Par oui et par non, je veux bien, moi. Silence. L'honorable témoin vous a bien compris. Veuillez poursuivre l'interrogatoire. C'est un document sonore de la BBC. Darling, les micros et les caméras sont interdits au tribunal. J'aurais juré que c'était un original. Vous avez raison, c'est un enregistrement pirate, grâce au micro d'une collègue. Et c'est vous qui avez constaté le décès d'un nouveau-né du sexe masculin. Oui. Dr. Figgins, l'accusé vous a bien déclaré qu'il avait pratiqué lui-même cette piqûre sur son fils, et de façon préméditée. Oui. La mort n'a pu survenir en d'autres circonstances. Non. Et il est indubitablement certain que l'accusé est le père de la victime. Pardon. Oui. En définitive, avez-vous une raison de douter que l'accusé soit le père de la victime? Non. Je vous remercie. Oui. La parole est à la défense. Dr. Figgins, vous avez examiné le petit cadavre. N'avez-vous pas déclaré « ce n'est pas un enfant, c'est un singe » ? Oui. Êtes-vous toujours de cet avis ? Oui. Le médecin légiste a-t-il confirmé cet avis ? Oui. Vous êtes donc d'avis que l'accusé n'a pas mis à mort un être humain, mais un petit animal ? Oui. Je vous remercie. La parole est à l'accusation. Le médecin légiste a conclu, lui, qu'il s'agissait d'un meurtre sur la personne d'un enfant. Oui. S'il eût partagé votre avis, aurait-il conclu en ce sens? En opposition, votre honneur. Alors, le témoin peut-il nous dire comment, s'il pensait que la victime n'était pas humaine, comment il a pu rédiger la déclaration de décès d'un enfant nommé Gary Ralph Templemore? Hein? La Cour attend votre réponse, Dr. Figgins. J'ai droit à combien de syllabes? Veuillez... Silence, silence, silence. Veuillez répondre. Veuillez répondre, docteur. Comme biologiste, je puis penser que la victime répond au caractère simiesque, et comme médecin, rédiger un acte de décès dès lors qu'un acte de naissance figure à l'état civil. Vous avez la parole, monsieur l'avocat de la défense. Dr. Figgins, si vous aviez été sollicité par l'accusé, non pour constater le décès de la victime, mais sa venue au monde, auriez-vous accepté de déclarer cette naissance à l'état civil? Jamais de la vie, j'aurais refusé. Comme vous auriez fait pour un chat ou pour un chien. Exactement. Si je vous comprends bien, docteur, les circonstances vous ont amené à dresser un acte de décès pour une créature à laquelle vous n'auriez jamais accordé un acte de naissance. Il était 3 heures du matin, votre honneur. Ah non, il était 5 heures. Mais peut-être pourrez-vous éclairer la Cour par vos connaissances zoologiques. La victime est notoirement le produit d'un croisement. Pour que, comme vous le pensez, ce produit soit un singe, ne faudrait-il pas que l'un des parents, au moins, soit un singe aussi? Voilà qui sort un peu du domaine de la médecine. Toutefois, je vais essayer de vous répondre. Eh bien, Milord, tous les croisements peuvent se tenter avec des chances de réussir pourvu que les races, les espèces et même les genres soient suffisamment voisins. Ah, ça, je ne vous comprends plus, docteur Figgins. L'un des critères de la définition de l'espèce, n'est-ce pas que 2 individus d'espèces différentes ne peuvent avoir de progéniture, ayant un être humain pour père et pour mère une femelle d'espèce humaine, elle aussi? Un enfant peut-il être un singe? C'est une hypothèse parfaitement concevable, Milord. Une observation de Darwin a montré que chez les canards, le croisement de 2 races domestiques donne un canard sauvage, ou presque. Ah. Le métissage a tendance à ne développer que les caractères communs aux 2 parents. Dans le cas qui nous préoccupe, l'enfant peut avoir rassemblé sur lui les caractères communs au paranthropus et à l'homme. Et ainsi, ressembler davantage au singe qu'à ses parents. C'est cela. Mais il a pu se passer encore autre chose, Milord. Il peut y avoir eu une télégomie. Cher président La Cour et Draper, messieurs les jurés ce seraient n'était heureux pas un d'apprendre procès ce qu'est la habituel. télégomie. C'est précisément ce qui l'a passionné, amusé même. La télégomie Amusé?
et l'influence du premier mâle sur les rejetons ultérieurs d'une même femelle à la production desquels il n'a pu participer. Le fait est nié comme absurde par les biologistes, mais il continue d'être admis par les éleveurs. Le cas le plus célèbre est celui de la jument de Morton. Elle fut saillie d'abord par un zèbre et donna un métis. Puis elle fut saillie par des étalons de la même race qu'elle, mais continua de donner des poulains zébrés. Vous pensez donc qu'on ne peut tirer aucune conclusion certaine, ni même probable, concernant la nature plus ou moins humaine de la petite victime, du fait qu'elle a été engendrée par un homme? Le témoin suivant est le docteur Bulbrough, médecin légiste. Docteur Bulbrough, Vous entendez le procureur Minchep lui poser les premières n'est-ce questions. pas l'autopsie de la petite victime en présence du docteur Figgins? En effet, oui. Et il vous a sans doute fait part, pendant l'opération, de certaines remarques sur sa constitution. Oui, bien sûr. Avez-vous conclu, comme lui, qu'il s'agissait d'un petit singe? Non. Non, sinon il n'y aurait pas eu de procès. C'est ce que je voulais vous faire dire. Vous n'avez donc pas retenu ces remarques? Si, ça ne veut rien dire. Beaucoup d'enfants à la naissance présentent des malformations. Au cours de votre carrière, vous en aviez déjà relevé de semblables? Les malformations à la naissance sont rarement semblables. Seulement, elles sont plus fréquentes qu'on ne croit, et au cours de ma vie déjà longue, je n'ai que trop constaté d'infanticide sur des enfants plus ou moins abusivement prétendus monstrueux. Oui, et à votre avis, est-ce le cas dans l'affaire qui nous occupe? Ah oui, ça pourrait être le cas, oui. Vous avez donc conclu que c'était un petit enfant? Non. Comment non? Alors qu'avez-vous conclu? Que la victime était morte à la suite d'une dose mortelle de chlorhydrate de strychnine. Mais si ce n'était pas un singe, c'était donc un enfant. Vous avez bien conclu dans un sens ou dans l'autre. Mais je n'avais rien à conclure de ce genre. Par exemple, mais pourquoi? Mais parce que le rôle du médecin légiste n'est pas de se prononcer sur une question semblable. Enfin, pourtant, vous avez transmis le résultat de l'autopsie au tribunal de police en vue de constituer le dossier pour meurtre. Bien entendu. Mais il ne peut y avoir de meurtre sur un singe. Il fallait bien que vous eussiez conclu qu'il s'agissait d'une victime humaine. Non? Ah non. Moi, je n'ai à répondre que sur ce qu'on me demande. La cause de la mort, un point, c'est tout. Le reste, regardez la police, mais pas pour moi. C'est bien la première fois que je m'entends répondre une chose pareille. Oui, c'est bien aussi la première fois qu'on se trouve devant un cas pareil. Puis-je dire un mot, milord? Certainement. Docteur Bulbrough, monsieur le président du jury va vous poser une question. Le témoin veut-il dire que lui, médecin légiste de son état, il ne sait pas faire la différence entre un homme et un singe? Et vous? Vous pouvez nous le dire? Pouvez nous le dire ce que c'est qu'un homme, comme ça, simplement? Comment? Mais évidemment. Et il n'y avait qu'à regarder dans l'encyclopédie. Je l'ai fait, moi. Ah oui. Et alors? Voici la définition. Homme. Mammifère bimane, à station droite, doué d'intelligence et de langage articulé. Vous voyez, c'était pas difficile. Et qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Alors, monsieur voudrait que je lui dise à l'âge de ce pion si plus tard il eût été doué d'intelligence et de langage articulé? Ou même s'il aurait pu marcher debout? Mais justement, il ne l'aurait pas pu, puisqu'il n'avait pas de pieds, mais des mains. Un bon orthopédiste aurait facilement corrigé ça. C'était pas une malformation fortuite, docteur, mais une constitution héréditaire. Et après, maître? Le père paraît normalement constitué. On m'a pas fait voir le reste de la famille. Cependant, le docteur Figgins s'était montré lui absolument affirmatif. Il ne fut pas possible de tirer rien de plus du docteur Bulbrough. Le président Draper fit appeler le professeur Knatch, anthropologue notoire. Qu'est-ce qu'il y a? Le professeur Knatch. Oui, non, mais c'est idiot, tout ça, c'est idiot, quoi. C'est vrai, quoi. Si ces êtres-là sont des hommes, mais bien sûr que ce sont des hommes. Ils font du feu, non? Ils marchent debout, non? Là, il a regardé leur astragale. Quoi? Vous avez déjà vu des singes avec un astragale comme ça? Mais pour vous le décrire, vous ne comprendriez pas. Non, c'est un os du pied dans la cheville. Et rien que cet astragale, est-ce que ça ne suffirait pas? Quoi? Ils ont un orteil de singe. Et alors, nous n'avons pas un appendice?
Et ça nous sert à quoi? Une morceau de tympan, quand nous étions poissons des profondeurs, ça nous sert à quoi? Mais vos espèces de tropies devaient encore vivre dans les arbres il n'y a pas longtemps, à peine 4 ou 500 000 ans. Mais maintenant, ils n'y vivent plus. Ils marchent debout, comme nous. C'est vrai, des souvenirs du singe, mais nous en avons tous. Mais, regardez, les enfants qui apprennent à marcher. Hein? Mais ils marchent encore sur le bord extérieur de la plante du pied, comme l'orang-outan. Ah, ce sont des singes, alors? Et regardez le gros orteil des pédas actuels, s'articule en varus à pouvoir vous ramasser par terre une pièce de 6 pence. Mais alors, ce ne sont pas des hommes, alors? C'est idiot, c'est idiot. Il faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle un homme. Les hommes d'Ngandong, à la fin du tertiaire, qu'est-ce que c'était? Et l'homme de Guinée? Un crâne, comme le vôtre et le mien, votre honneur, sauf votre respect. Mais une mandibule et des dents de gorille. Et l'autre qu'on appelle Schoolsage, avec son tout petit menton, ses tout petites molaires, mais une visière suborbitaire. Oh, comme un casque de pompier. Non, vous n'en sortirez pas. La station droite, voilà l'homme. Par conséquent, la forme de l'astragale dans la cheville, qui soutient tout. Étroit et mince, c'est un singe. Épais et large, c'est un homme. Voilà, c'est simple, non, l'astragale, là. Tout est là, le reste, c'est pas même pas la peine d'en parler. C'est vrai, c'est idiot tout ça. Quoi? Non, mais ouais. Silence. Silence. La défense a-t-elle des questions à poser? Nous souhaitons plutôt entendre tout de suite le professeur Eatons, une sommité, lui aussi, du Collège d'Histoire Naturelle. Bien. Nous vous remercions, professeur. Comment? Non, mais c'est à moi. Nous vous remercions. Comment? Elle me remercie? Ah non, mais c'est pas la peine de me remercier, quoi. Autant le professeur Knatch était Professeur petit, Eatons, clownesque, vous autant le connaissez témoin les suivant conclusions est de grand, votre confrère, calme, le professeur souriant, hautain. Partagez-vous son opinion? L'étude du professeur Knatch sur la structure comparée des astragales du chimpanzé, de l'australopithèque et d'une femme japonaise, et de celle assurément qui font autorité. Il est à craindre cependant qu'il n'en ait tiré des conclusions imprudentes. En fait, j'ai le regret d'assurer la Cour qu'elle vient d'entendre un très grand nombre de sottises. Nous savons bien que le professeur Knatch a le grand Lamarck pour caution. Il suppose en effet que nos ancêtres arboricoles et pédimanes auraient lentement muté en bipèdes et bimanes après leur migration hors de leur habitat sylvestre. Mais les index zoométriques dernièrement fournis en anatomie comparée nous montrent au contraire... Oui, monsieur le président du jury? Monsieur le professeur, ne pourrait-il user d'un langage un peu plus accessible aux profanes? Oui, s'il vous plaît. Je préciserai donc le point de vue lamarckien, votre honneur. Selon cette théorie, nos grands-pères vivaient dans les arbres, comme les singes, et comme eux, avaient 4 mains, pour pouvoir se suspendre aux arbres, n'est-ce pas? Puis, selon cette école, ils en descendirent pour chasser. Et peu à peu, leurs mains devinrent des pieds, pour mieux marcher sur le sol dur. N'est-ce pas? Les pieds épais, avec cet astragale dont le professeur Knatch nous rebat les oreilles, n'est-ce pas? Malheureusement pour lui et pour la théorie de Lamarck, c'est le contraire qui s'est produit. Toutes les recherches récentes sont là pour le prouver. Elles montrent que le pied de l'homme, loin d'être en progrès sur celui du singe, est, tout à l'opposé, beaucoup plus primitif dans son plan et sa structure. Nous le tenons directement des pesants tétrapodes de l'ère tertiaire. En un mot, il est beaucoup plus ancien. Tandis que la podologie du singe, ses pattes de derrière, n'est-ce pas, est apparue beaucoup plus tard, quand ce sont les premiers lémuriens, les Ouistiti, connaissez, qui se sont mis à vivre dans les arbres, à l'inverse précisément de ce que l'on vient de nous dire, n'est-ce pas? Alors il s'ensuit que l'espèce humaine, aux pieds épais, comme ceux de ses ancêtres tétrapodes, n'a jamais vécu dans les arbres, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et ainsi, les tropies
possédant 4 mains, ne peuvent pas être sur notre lignage. Et même si parfois ils se tiennent debout, ils ne peuvent pas être des hommes. Ce sont des singes. En résumé, si la Cour vous a bien compris, selon vous, les tropies se trouveraient tout au bout d'une lignée de singes très évoluée et non au début d'une lignée humaine encore très primitive. C'est exactement cela, Milord. Ils font du feu, ils taillent la pierre et fument leur gibier. Mais le grand synanthrope en faisait tout autant. Et il suffit d'observer les tropies un moment pour constater que leur instinct répond, comme chez tous les animaux, à tel ou tel stimulus extérieur, et non à la raison logique. Non, voyez-vous, Milord, le nom de Paranthropus qu'on leur a donné leur convient à merveille. Ils ressemblent à des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. La Cour autorise-t-elle le professeur Knash à répondre? Mais certainement. C'est inouï. Un stimulus. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un stimulus? Tout est stimulus. Même la raison logique est un stimulus. Faut bien qu'il vienne de quelque chose, non? C'est pas le Père Noël, non? Mais quoi? Chimie du cerveau, tout ça, stimulus, instinct, intelligence, des mots, tout ça. Une seule chose compte, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on fait. Faisait du feu le synanthrope parce qu'on a trouvé des cendres avec ses os. C'était pas plutôt parce que de vrais hommes l'avaient fait cuire pour le manger. Et puis après tout, c'était peut-être un homme, pourquoi pas? Montrez-moi son astragale, il vous le dirait. Bon sang, monsieur le professeur Eaton. Vous n'avez jamais lu Aristote? Qu'est-ce qui fait l'homme? C'est la pensée. Et qui a fait la pensée? C'est l'outil. Et l'outil, c'est la main. Les animaux ne développent qu'un seul outil, ils ne peuvent plus en changer, tandis que la main de l'homme devient griffe, ou pince, ou marteau, ou épée, quelque chose qui la prolonge, quoi, et qui a besoin de la pensée. Et qu'est-ce qui a libéré la main, monsieur le professeur? C'est la station droite, à 4 pattes, pas de main, et pas de main, pas de pensée. Donc, la pensée, c'est la station droite. Par conséquent, qui a fait la pensée? C'est l'astragale. Oh, pauvre Justice Draper, il ne savait plus. Il avait envie de rire comme le public, mais aussi d'écouter la réponse du Dickens. La main a fait la pensée. J'espère que mon cher et éminent confrère me permettra de soutenir le contraire. C'est la pensée qui a fait la main. Voilà la vraie formule d'Aristote. L'homme a des mains parce qu'il pense. Eh bien, les tropies ont des mains, non? Les singes aussi. Mais parce qu'ils pensent, peut-être. Et qu'ils se tiennent debout, peut-être. Les singes aussi. Mais ils n'ont pas encore commencé à se servir de leurs mains à des fins intelligentes. C'est pourquoi leur station n'est pas encore droite. Les tropies se tiennent droit, donc ils ont commencé. Donc ce sont des hommes. Ça ne suffit pas. Et qu'est-ce qui ne va pas encore? Vous le savez bien, professeur Knash. Il faut tout un ensemble. Sur les 1065 caractères anatomiques relevés par Case sur l'homme et les différentes espèces de singes, 750 sont communs à tous. Un peu moins de 300 sont particuliers à ce que nous nommons l'Homo sapiens. Donc, qu'il manque un seul de ces caractères spécifiques, serait-ce un seul tendon, une seule vertèbre, et nous n'avons plus affaire à l'homme proprement dit. Et donc alors, et l'homme de Néandertal? Il n'était pas du type Homo sapiens. On l'appelle homme, faute de mieux. Et alors, les Védas, les Pygmées, les Tasmaniens, les Boshimans? Je suis navré pour eux. Parole, professeur, est-ce que vous ne seriez pas d'accord par hasard avec la thèse infâme de Julius Drexler? Voulez-vous, l'égalité entre les hommes est sans doute un beau rêve, mais un biologiste n'a pas le droit de rêver, sinon à la rigueur après 8 heures du soir. Et si la zoologie nous montre en définitive que le seul homme véritable, c'est l'homme blanc, s'il doit apparaître que ce qu'on appelle l'homme de couleur n'est pas réellement un homme, assurément, nous le regretterons, mais
nous devrons nous incliner. C'est incroyable! C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme! Monsieur le procureur, nous ne pouvons pas, même en vertu des droits de l'homme, changer l'anatomie. C'est donc à l'anatomie qu'il faudra conformer les droits de l'homme. Et si nous avons eu le tort d'émanciper sur de fausses notions les groupes ethniques inférieurs... Monsieur le professeur! Heureusement, l'article du professeur Julius Drexler... Monsieur le professeur, vous étiez appelé à témoigner et non à propager dans cette enceinte des théories qui ne seraient que déplaisantes si dans le passé elles ne s'étaient montrées de surcroît criminelles. Vous pouvez vous retirer, la séance est levée. Je ne professe rien d'autre, milord, que la zoologie. Oh, mais les tétrapodélaires tertiaires, vous avez regardé leur astragale? Aux tétrapodélaires tertiaires, vous n'aurez quand même pas prétendre que parce qu'ils n'ont pas l'astragale, ce sont pas des... Vous voulez faire une émission sur ces fameux tropies? Mon cher Douglas, ne croyez-vous pas qu'il en a été déjà suffisamment question? Bien. Je veux bien vous répondre. Qu'est-ce que j'ai fait après cette audience? Voyons. Eh bien, pour la première fois depuis 30 ans peut-être, je n'avais pas envie d'aller à mon club. La lecture de mon Times ne me séduisait pas, ni de retrouver mes vieux amis du club. Il faisait tiède, beau. Oui, l'orage avait fait du bien. Je n'avais pas davantage envie d'aller directement chez moi. J'ai donc décidé de rentrer à pied, le long de la Tamise. Oh oui, mais tout était étrange. Le procès, vous, mon cher ami, les témoins. Les moins étranges étaient peut-être ces braves tropies. Vous, mais par votre silence obstiné. Oh, j'ai tout de suite compris les raisons pour lesquelles vous aviez suscité ce procès. Seulement, c'est l'accusation qui défendait votre point de vue, alors que la défense tendait à soutenir le contraire, pour sauver votre tête. C'est pas étrange, ça? Ah si, j'étais monté contre vous un peu. Quand un témoin disait c'est un homme, vous disiez c'est peut-être un singe. Et si le suivant disait c'est un singe, vous disiez c'est peut-être un homme. C'était exaspérant et dangereux vis-à-vis des jurés. Comment, vous comptez utiliser des enregistrements originaux? Mais comment ferez-vous? Vous n'allez pas me dire que vous avez osé enregistrer le procès? Ah, j'ai eu peur. Très astucieux. Vous mélangerez le document sonore et la reconstitution. Et qui jouera mon rôle? Pas trop vieux. J'avais une autre raison de vous en vouloir, parce que, mon cher Douglas, à cause de vous, je retombais dans les questions sans fin qu'on se pose à 20 ans. Et figurez-vous que c'est en considérant un Bobby planté à son carrefour que je me suis demandé... Eh bien, parce que j'ai éprouvé pour lui presque de la tendresse. Je le voyais solennel, réglant la circulation avec des gestes, au ralenti. Et je me suis dit, toi, tu sais qui tu es. Tu penses, je suis un policeman, et tu sais de quoi il s'agit. Il doit t'arriver de penser aussi, je suis un citoyen britannique. Mais combien de fois dans ta vie t'es-tu dit, je suis une personne humaine? Cette pensée te semblerait certainement trop vague. Et si tu n'étais que cela, tu te sentirais flotter dans l'air. Oh, mais vous avez raison, Douglas. Vous permettez que je vous appelle Douglas. Vous avez raison, je suis tout pareil à ce policeman. Si l'on me demande qui êtes-vous, je réponds moi aussi par un juge ou un fidèle sujet de Sa Majesté. Il est tellement plus facile de définir un Anglais, un Quaker, un policeman, un travailliste ou un juge qu'un homme. Un homme, simplement. Et il est diablement confortable, nécessaire, de se sentir quelque chose. Oh, mais je vous dis, cher ami, grâce à vous, j'avais 20 ans. Oui, grâce aussi à ce Bobby. Il m'a mis sur la voie. Mais ce sont les propos de mon adorable épouse qui devaient, au cours d'un dîner étrange, corroborer une idée encore confuse. J'ai redit étrange, comme c'est étrange, oui, vraiment.
Ce policeman, donc, qui réglait la circulation, m'a mis sur la piste. Il faut faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Ceci est permis. Ceci est interdit. Et au fond, me suis-je dit, il serait à l'aise chez les sauvages. L'observance des tabous ne le tourmenterait pas. Oui, c'est le commencement de la sagesse. Le tabou nous sert de référence. Tu ne tueras pas, tu tendras l'autre joue, tu traverseras entre les clous. Tout ce que nous avons envie de faire naturellement. Le tabou, c'est l'antinature. Oh, mais je ne dis pas de mal des tabous. Ce que votre silence obstiné dans votre box des accusés m'obligeait à redécouvrir, c'est que rien de nos exigences civilisées, de nos interdits, n'est fondé sur une base irréductible, une définition de l'humain. Et les interdits non fondés, qu'est-ce que c'est, sinon des tabous? Une émission radiophonique sur les tropiques? Quel entêté! Mais mon cher petit Doug, vous ne pensez pas qu'il y en a ras-le-bol, comme dit notre jeunesse? Étrange? Un dîner étrange, il vous a dit ça? À quoi pouvait-il bien faire allusion? Oh, si ça peut vous faire plaisir. Mais je ne pense pas que ça passionnera les foules. Eh bien, après la première audience de votre procès, mais j'y avais assisté, bien sûr, j'étais assise à côté de votre Francis. Vous ne pouvez pas vous en souvenir, vilain menteur, vous n'y avez pas accordé un seul regard. Ah, que les héros sont désagréables. Mais si, vous êtes un héros, mon petit Doug, mais si, et vous le savez bien. J'y suis! Je sais pourquoi il vous a dit un dîner étrange. Ma sauce à la menthe était complètement froide, c'est ça. Ah, ça va mieux. Et où en étais-je? Ah oui. Donc, je suis rentrée directement du tribunal ici. Mon époux, lui, il est rentré qu'à 20h, comme à l'accoutumée. Et pour le détendre, j'avais fait servir son plat préféré. Non, merci, Rosalinde, merci. Vous n'en avez pris qu'une fois, Arthur. Votre gigot bouilli est un délice, mais je n'ai pas grand faim. Un peu de sauce à la menthe, alors vous en raffolez. Non, merci. Du thé? Oui. J'espère beaucoup que vous ne condamnerez pas ce jeune Templemore. Ce serait une bien mauvaise action. Mais ma chère amie, cela ne nous regarde ni vous ni moi. Oh. La décision appartient tout au jury. Oh, Arthur, vous savez bien que le jury vous suivra si vous voulez. Je serais bien fâchée pour cette petite Francis. Sa mère était une vieille amie de ma sœur aînée. Cela ne saurait peser en aucune façon. Naturellement. Pourtant, c'est une enfant charmante. Ne serait-il pas horriblement injuste de lui tuer son mari? Mais enfin, Rosalinde, la justice de Sa Majesté ne peut prendre en considération... Je me demande quelquefois si ce que vous appelez la justice... Je veux dire quand la justice n'est pas juste. Je me demande... Ça ne vous tourmente jamais? Si vous voulez le savoir, oui. Mais j'avais 20 ans, avant d'être nommé juge. J'ai résolu ce tourment depuis longtemps. Voilà qui clôt la discussion, mes chers amis. D'ailleurs, de quel droit l'enverriez-vous à la potence? Mais, cher ami... Vous savez bien qu'il n'a tué ensemble qu'une toute petite bête. Comment? Au contraire. Personne ne peut dire encore justement... Mais voyons, tout le montre bien. Quoi? Qu'appelez-vous tout? Ce que je sais, ça se voit tout seul, non? Enfin, par exemple, quoi? Qu'est-ce qui se voit? Vraiment, je suis stupéfait. Ce que je sais, par exemple, tenez, ces tropiques n'ont même pas de gris-gris au cou. Des gris-gris? Quelle idée! Est-ce que vous portez des gris-gris? Bien sûr que j'en porte. Notre anneau de mariage, par exemple. Et cette broche que je me suis achetée chez Freeham & Peabody. Avez-vous jamais regardé une vitrine de Freeham & Peabody? N'est-ce pas plein de gris-gris? Oui, ça je le reconnais. Et vous-même, mon ami, votre belle perruque, n'est-ce pas un gris-gris aussi? Oh, ce n'est pas pour me moquer, mon ami, pas du tout. Chacun a les gris-gris de son âge, je pense. De beaux bijoux, ou une auto rapide, ou l'ordre de la Charretière, demandez à vos ancêtres. Et les peuples aussi, il me semble. Les jeunes, les plus sauvages, leurs gris-gris sont les plus simples. Aux autres, il faut des gris-gris plus compliqués.
Mais tous en ont, je crois. Oh, voyez-vous, les tropies n'en ont pas. Il faut bien des gris-gris dès que l'on croit à quelque chose, non? Si on ne croit à rien, je veux dire, on peut naturellement refuser de croire aux choses admises qu'on vous enseigne à l'école, à l'église, ça n'empêche pas. Même les esprits forts qui prétendent ne croire ni à Dieu ni à diable, nous les voyons chercher. Non? Mon pauvre père aurait voulu être yogi. Il en a lu des bouquins, le pauvre, que de gris-gris, toute une bibliothèque. D'autres, c'est la physique, la chimie, ou bien l'astronomie, ou bien ils peignent des tableaux, écrivent de la musique. Ce sont leurs gris-gris, en somme. C'est leur manière à eux de se défendre contre toutes ces choses incompréhensibles qui nous font tellement peur quand nous y pensons. Vous voyez ce que je veux dire? La nuit et les fantômes, l'éternité, la mort, et ce que je sais, ce ciel qui n'en finit pas. N'est-ce pas votre avis? Mais si vraiment on ne croit à rien, si on n'a aucun gris-gris, c'est qu'on ne s'est jamais rien demandé. Jamais. Dès qu'on se demande, il me semble, on a peur. Et dès qu'on a peur... Même, voyez-vous, Arthur, ces pauvres êtres tellement sauvages que nous avons vus à Ceylan l'autre hiver, tellement sauvages et arriérés qui ne savent rien faire, pas même compter jusqu'à 5, à peine parler, qui se nourrissent de vers et de vermine, ils sont quand même des gris-gris. C'est donc qu'ils croient à quelque chose. Et s'ils y croient, eh bien c'est qu'ils se sont demandé, je ne sais pas ce qu'il y a dans le ciel ou ailleurs, dans la forêt, les montagnes, la mer, enfin, des choses auxquelles ils pouvaient croire. Vous voyez, même ceux-là, ces pauvres brutes, se le sont demandé. Alors si un être ne se demande rien, mais là, vraiment rien, rien du tout, enfin, vous ne pouvez pas ainsi. Même un idiot de village se demande si... Ah, mais je bavarde. Vous m'avez dit des choses singulières, ma chérie. Elles me feront réfléchir, je crois. Vous le ferez acquitter, n'est-ce pas? J'aurais tant de peine pour cette petite. Encore une fois, ma chère, seul le jury a qualité. Bien entendu, bien entendu. Je peux débarrasser cette table? Vous fumerez votre pipe ici? Oui. Les tropies n'ont pas de tabou. Ils ne dessinent pas, ils ne chantent pas. Ils n'ont pas de fête ni de rite. Pas de danse, pas de sorciers. Ils n'ont pas de gris-gris. Ils ne sont même pas anthropophages. Peut-il exister des hommes sans tabou? Oh, vous n'avez même pas touché à ma sauce à la menthe. À l'audience suivante, les dépositions de 2 anthropologues, toujours cités par l'accusation, augmentent la confusion. S'ils sont bien d'accord pour classifier les tropies dans l'espèce humaine, ils le sont pour des raisons tellement opposées que Maître Jameson, mon avocat, et moi, nous en tenons à l'efficacité d'un silence jugé narquois par le président Draper, qui me le reproche sèchement. Et puis vient le moment où mon avocat fait citer 2 psychologues. Le professeur Rumpole, grand spécialiste de la psychologie des primitifs, et le capitaine Thorpe, fameux pour ses études sur la psychologie des grands singes. Professeur Rumpole, chez un être vivant, par quel trait, par quel signe, pouvez-vous distinguer la raison, le raisonnement le plus élémentaire, mais le distinguer absolument de l'intelligence animale? Grande question. Oh là! Grandissime question. Ah!
Il y a quelques mois seulement, je vous aurais répondu le langage. Mais grâce aux travaux suscités par ces tropies, justement, et dont rend excellemment compte le père Dilligan, j'ai compris que le langage n'est qu'un moyen de communication. Ce qui est important, c'est le besoin de communiquer. Ce que l'on veut communiquer, là réside la différence, la spécificité. Et surtout, pourquoi on veut communiquer, non? Exactement, milord. Non, le langage, je ne pense pas que nous parvenions à grand-chose de ce côté-là. Il me semble préférable de nous en tenir à des faits contrôlables, comme ceux que révèle l'analyse des diverses synapses cérébrales. Dans l'ensemble, ces liaisons sont dénombrées avec assez d'exactitude. Il convient donc, à mon avis, d'appeler humain tout être dont le cerveau comporte la totalité des synapses dénombrées, et animal, celui dont le cerveau ne les comporte pas. Car ce nombre de liaisons est identique chez tous les êtres de même espèce, quel que soit leur âge, leur sexe, leur race, leur intelligence. Non. Non, ça serait trop facile. Des différences, il y en a, et de grandes. Mais l'on pourrait fort bien décider de la quantité et de la qualité des liaisons nécessaires pour appartenir à la société humaine. Ne serait-ce pas une base de classification arbitraire, voire spécieuse? Comment échapper à ce cercle vicieux? Peut-être en concluant que la psychologie, pas plus que la zoologie, n'est apte à définir précisément où se trouve indiscutablement la frontière qui sépare la bête de l'homme. Je crains fort que vous ayez raison, milord. Une dernière question, professeur. Professeur, il n'est pas, je crois, une seule tribu sur la surface du globe, dans l'île la plus reculée, au fond du plus vaste désert, dont vous n'ayez étudié les moindres aspects psychologiques. En avez-vous rencontré une qui n'est point le gris-gris? Oh oui, Douglas. Je me souviens très bien que Sir Draper avait lancé un petit coup d'œil malicieux en notre direction. En notre direction, Frances? Oui, Lady Draper, Sibyl et moi étions ensemble, vous savez bien. Professeur Rampol, voulez-vous que je répète ma question? Nullement, votre honneur, nullement. Simplement, je suis surpris. À la fois par votre question et par ma réponse. Mais prenez votre temps, professeur. Inutile, votre honneur. C'est non. Jamais. Aussi loin que je cherche, toutes les tribus possèdent un ou des gris-gris. Et à quoi attribuez-vous cette constance? Et cette constance ne serait-elle point, par conséquent, un trait spécifiquement humain? Oui, comme l'aptitude à créer des mythes. Et ne peut-on attribuer cette constance à ces liaisons cérébrales présentes chez l'homme seul? Le peut-on? La curiosité existe chez beaucoup d'animaux. Mais ils ne portent pas de gris-gris. Non, c'est vrai. Ce n'est donc pas la même espèce de curiosité. Ils ne se sont pas posé les mêmes questions. C'est vrai. L'esprit métaphysique est propre à l'homme. L'animal ne le connaît pas. Aucun animal n'a-t-il jamais montré trace de cette inquiétude métaphysique? Je ne crois pas. Cela dépasse mon domaine, mais à première vue, non. L'animal n'est pas capable d'abstraction. Deuxième témoin de l'audience. Les grands singes pas capables d'abstraction? Mais ils en sont parfaitement capables, my lord. Comme vous et moi. Oui, je sais. Je connais le professeur Rampol. Rampol, capitaine propre Rampol. Mais je sais, oui. Tous ces gens-là prennent les animaux pour des imbéciles. Vous n'avez pas lu ma communication sur les expériences de Wolf? Il avait offert à ses chimpanzés un distributeur de raisins secs qui fonctionnait avec des jetons. En un rien de temps, ils ont su s'en servir. Il a compliqué le jeu. Il leur a offert un distributeur de jetons. Les singes l'ont fait marcher et ont porté aussitôt les jetons dans le premier appareil. Nouvelle complication. Wolf ferme l'appareil au raisin. Eh bien, ces chimpanzés ont fait provision de jetons pour le jour où l'appareil refonctionnerait. Monnaie et avarice. C'est pas de l'abstraction? Et le jeune orang-outan de Furness qui disait « Papa » à toute personne qui s'approchait de lui, sauf aux femmes. C'est pas de l'abstraction? Furness a même essayé de lui apprendre notre article « The ». Ça, c'était de l'abstraction pure, non? Et l'animal y est parvenu? Non, il est mort avant. Ah, ce n'est pas pour m'étonner. Ce n'est pas pour m'étonner. J'ai quantité d'amis français, ma foi fort intelligents, qui mourront aussi, je le crains, avant d'y arriver. Mais, en fait, silence.
En fait, je vous ai mal posé ma question. Avez-vous jamais observé chez les singes, ou appris qu'on eût observé chez eux, un rudiment d'esprit métaphysique? L'esprit Oui. métaphysique. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, l'inquiétude, la peur de l'inconnu, le désir d'une explication, la capacité de croire à quelque chose. Oui. L'esprit métaphysique. En d'autres termes, avez-vous connu des singes qui eussent des gris-gris? Mais qu'entendez-vous par là? J'en ai connu qui aimaient des objets comme un bébé aime son ours. Il jouait et dormait avec. J'ai connu une jeune guenon à Calcutta qui ne s'endormait jamais sans avoir dissimulé sa modestie avec une sandale verte dont elle ne se séparait jamais. Mais des gris-gris... Non. Mais d'ailleurs, pourquoi voudriez-vous qu'il y ait juste des gris-gris? Hein? Ils vivent avec la nature, en la nature. Ils n'ont pas peur d'elle. C'est bon pour les sauvages d'avoir peur, de se poser des questions idiotes, au lieu de se contenter d'exister tels qu'ils sont, comme les singes, tels que Dieu les a faits. Ce sont des anarchistes. Hein, tout. Des révoltés jamais contents. Pourquoi voudriez-vous que mes braves chimpanzés se posent des questions stupides? Hein? Des grues, c'est comme ça. Ça va, merci pour eux. Et vous, Capitaine Trop, vous ne vous posez pas des questions non plus? Mais je suis un bon chrétien, monsieur le président, je crois en Dieu et tout ce qui s'ensuit. Hein, pourquoi voudriez-vous que... me prenez-vous pour un sauvage? Je vous avoue, capitaine, que nous ne vous prenons pour quoi que ce soit. Puis c'est au tour de mes amis de déposer. Les malheureux ne savaient comment faire pour ne pas me charger, bien sûr, mais aussi pour laisser leur chance à nos tropies. Monsieur Casberg Grimm, s'il vous plaît. Oui, excuse-moi. Monsieur Grimm. Oui, alors? S'il vous plaît. Ah bon, pardon. Si vous voulez venir. C'est bien vous, monsieur Grimm, qui dirigiez l'expédition. Oh, une expédition, c'est... Qui l'a dirigée, non. Donc, vous savez, moi, en dehors de mes... Enfin, disons plutôt... Enfin, si vous voulez... Vous partiez à la recherche du Paranthropus erectus. Comment? Non, nous ne sommes pas idiots. Non. Pourquoi dites-vous cela? Non, mais parce qu'il aurait fallu être idiot. Pour espérer les découvrir? Non. Seulement pour y penser. Pourtant, vous les avez trouvés. Mais non, non. Dites que c'est eux qui sont venus se fourrer dans nos pattes. Vous auriez l'idée, vous, de chercher des gens qui n'existent pas? Pas même une chance sur des milliards? Pour qu'ils existent? Mais non, pour qu'on les trouve. Parce que tous ces lascars-là avaient disparu depuis plus d'1 million d'années. Tous les tropiques? Mais non, le Sinanthrope, ou l'Australopithèque, l'homme de Java, le Zinjanthrope, est-ce que c'est... Il y en a des tas. Alors que cherchiez-vous? Où ça? En Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Guinée, une mandibule. Hein? Oui. Une mandibule fossile. Oui. Non, moi je cherche des mandibules, n'est-ce pas? Mais oui, je cherche des mandibules, j'ai déjà bien assez de travail avec ça. On a repéré déjà plus de 250 sortes de mandibules, la plupart en petits morceaux. Alors vous comprenez, hein? Que voulez-vous que j'en fasse, moi, des fossiles vivants? Ils nous ont compliqué la tâche, après c'est tout. D'abord, nous n'avions même pas retrouvé l'endroit. L'endroit des tropiques? Mais non, de la mandibule. On s'est trompé de forêt vierge. Oui, ça arrive à tout le monde. Mais ça, c'est la faute de Pop. Il ne pensait qu'à ses papes. Non, s'il vous plaît, tâchons de procéder par ordre. Oui. Moi, vous savez, je ne suis pas un orateur. Pop, c'est le père d'Eligan, un excellent... Sibyl n'a pas été citée, elle avait répondu dans le même sens durant l'instruction. Après le chirurgien Williams, c'est au tour de Krebs, toujours interrogé par l'accusation. Vous connaissez parfaitement les papous, professeur. N'avez-vous pas retrouvé chez les tropies quelques-unes de leurs habitudes? Bien entendu, monsieur le procureur. Ah, enfin. Et même aussi des nôtres. Nous vous écoutons, professeur. Mais ça ne prouve rien. Les singes aussi font des choses étonnantes. Tenez, le rire, c'est peut-être bien le propre de l'homme. Ça n'empêche pas le chimpanzé de se fendre la pêche jusqu'aux oreilles. Et quoi encore? Ah, oui! On a dit que les tropies enterrent leurs morts. À la vérité, ils les foutent dans des crevasses avec des pierres par-dessus, c'est tout. Le père d'Illigan, bénédictin. Mon père, le professeur Rampol nous a dit que les questions de langage sont votre affaire. Et à votre connaissance, les tropies savent-ils parler entre eux? Et que voulez-vous une fois de plus qu'on vous réponde? Qu'est-ce que c'est qu'un langage? Un assemblage de sons formant des mots, c'est-à-dire des symboles.
Combien de sons? Combien de mots? Les Grecs, voyez-vous, ont longtemps et vainement disputé pour savoir combien, au minimum, il fallait de cailloux pour former un tas. Était-ce 3, 5, 7, 9 ou davantage? Les Chinois ont 60 000 mots. Nous en avons 30 000. Les Zoulous en ont 7 ou 8 000. Les Bochimans, 5 ou 600. Tout en bas de l'échelle, les Védas de Ceylan en ont 200 ou 250, qu'ils débitent à la queue sans la moindre ébauche de syntaxe. Est-ce encore un langage? Cependant, mon père n'a-t-il pas établi que tous les langages humains se distinguent des langages animaux par la présence ou l'absence d'une même structure fondamentale? Oui, mais c'est trop simple aussi. Expliquez-nous cela. Bon. Prenons le chinois et l'allemand. Le chinois est monosyllabique. Selon qu'on prononce aïe ou ya, la même syllabe signifie soit l'embonpoint, soit général en chef. De sorte que l'obésité du général en chef se dira par le doublé aïe ya. Alors qu'en allemand, langue agglutinante, pour dire la même chose, on aura besoin d'un seul mot. Oberbeffels, Aberdick, Beul, Schischkeit. Oberbeffels, Aberdick, Beul, Schischkeiten, c'est toutefois un peu plus long. Si ces deux langues-là ont une structure fondamentale commune, on ne la voit pas tellement bien. Chez les tropies, j'ai pu identifier jusqu'à présent 118 cris ou modulations distinctes, ayant chacun sa signification. Était-ce assez pour affirmer qu'ils parlent? Ou bien en faudrait-il 150? Ou bien suffirait-il de 100? Garner a pu distinguer chez les chimpanzés plus de 60 sonorités diverses. Est-ce qu'ils parlent? On en distingue 40 chez le corbeau. Nous sommes dans le plus parfait arbitraire. Mais ces sonorités, comme vous dites, chez les tropies, sont-elles des cris ou des mots? S'ils disent simplement « ouï, 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 ouï » quand ils se font mal, ou « oh là là » quand ils sont contents... Et s'ils disent « zut et vite et stop et pipi poids », est-ce que ce sont des cris ou des mots? Et quand en Amérique, vous lisez en grosses lettres sur une station-service « Hit car wash », ici mange auto-lave, est-ce encore du langage articulé? L'Américain moyen limite son vocabulaire à 300 ou 400 mots. Il vaut donc 10 corbeaux ou 6 orang-outans? Les tropies, je vous l'ai dit, usent de modulations parfaitement distinctes, liées à des significations au moins aussi précises. Tenez, voulez-vous des exemples? Ça veut dire attention, danger. Où est passée ma femme? Ou ma femelle? Celui qui touche à ma viande, je l'assomme. Est-ce là un langage? Oui, il me semble. Mais quand le rossignol fait qu'est-ce que vous croyez qu'il veut dire? Eh bien, c'est la même chose que les papous quand ils font sur leur tam-tam. Top, 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 tarataka, pop, top, top. Autrement dit, il y a des renards dans le coin. Ah non, pardon, propre. Ça, ce sont les chacals. Non, les renards, c'est... Ah oui, d'accord. Eh bien, les tropies, eux, font rarourou arara. Vous voyez bien que du tropie au négrito, en passant par le rossignol, on change seulement de clavier. Et remarquons le pluriel, hein. Tuit, un renard. Titiut, des renards. Et les tropies, arou, cracra. Et les négritos. Je n'infligerai pas à l'auditeur qui a l'impression de l'écouter le réquisitoire que prononça le procureur de la couronne, Sir C.W. Minchet. Devant un meurtre que je n'avais jamais nié, il ne pouvait que réclamer la loi du talion. J'avais tué, je devais mourir. Je passerai également sur le fait qu'il réclamait pour moi le châtiment suprême afin de ne pas priver mon geste de sa dignité douteuse. Mais je vous ferai entendre en entier la plaidoirie de mon avocat. La parole est à la défense. Conformément aux vœux de l'accusé, nous n'avons pas l'intention de prononcer de plaidoirie. Mesdames, messieurs du jury, notre attitude est claire. La vôtre doit l'être tout autant.
Nous ne demandons ni grâce ni pardon, nous refusons votre indulgence. Oui, qu'on nous entende bien, nous la refusons. Mais nous exigeons de vous le minimum auquel nous avons le droit de prétendre, le sérieux de la réflexion. C'est pourquoi, Milord, nous nous permettons de vous adresser une requête. Nous avons été brefs, la Cour pourrait être tentée, profitant de l'heure ainsi gagnée, de faire rendre le verdict dès ce soir. Nous pensons toutefois qu'une nuit de méditation pourrait porter de meilleurs. Que la réponse de Sir Arthur m'a semblé longue à venir. Et pas qu'à moi. Sibyl croisait les doigts pour conjurer le mauvais sort, Lady Draper essayait... Sibyl superstitieuse? Je l'aurais jamais cru. Et Lady Draper essayait d'accrocher à nouveau le regard de son époux. Il était bien trop préoccupé. Après ce que venait de lui dire mon avocat, devait-il poursuivre l'audience ou l'interrompre? Et vous, mon chéri? Moi? Oui. Ne pensiez-vous qu'à fuir mon regard? Vous me le pardonnerez. Je cherchais à lire mon sort dans un autre regard. Maître Jameson, votre requête n'est pas recevable, le procès continue. Et maintenant, résumons les débats pour des jurés attentifs jusqu'à l'ankylose. En conclusion, nous pensons, comme l'accusation, que le doute ne peut pas résider dans les faits eux-mêmes qui sont ce qu'ils sont. Le tropis est ce qu'il est. Comme la couronne, nous pensons donc que si le doute existe, il réside seulement dans une confusion compréhensible après tant de disputes entre tant de savants. Mais nous pensons, comme la défense, que vous ne pouvez condamner l'accusé sans être certain que le troisième point soit éclairci, la nature humaine de la victime, singe ou être humain. Sans certitude sur ce point, il est à craindre que vous ne commettiez, quelle que soit votre sentence, une erreur tragique et sanglante. Mesdames et messieurs les jurés, il vous reste à délibérer et à répondre par oui ou par non à la question « L'accusé est-il coupable ?» L'audience est suspendue. Une heure plus tard, le président du jury, un papier dans les mains, s'adresse à la cour. Il est à peine moins blanc que son papier. Aux deux premières questions, l'accusé a-t-il mis à mort la victime et la mise à mort a-t-elle été délibérée? Le jury répond sans doute raisonnable, oui. Mais pour la troisième question, alors là, on n'est plus du tout d'accord. Si les tropis sont des hommes. Oui, votre honneur. Plus exactement, nous n'en savons fichtre rien. Sans doute. Eh bien, mais nous souhaiterions... La Cour pourrait-elle nous dire ce qu'elle en pense exactement? Ah, c'est tout à fait impossible et illégal. La Cour pourrait peut-être simplement nous rappeler de l'homme, quoi, sa définition. Pas celle du dictionnaire, bien sûr, non, la définition légale, juridique. Il n'y en a pas. Elle n'existe pas. Mais juridique. Non. Légal. Pas davantage. Mais enfin, ce n'est pas possible. La Cour concède que c'est étrange, quoique assez conforme à l'esprit de notre pays. Ni en Angleterre, ni ailleurs. Nulle part, pas même en France, où pourtant tout est codifié, défini, y compris le propriétaire de l'œuf que la poule va pondre dans le champ du voisin. Mais c'est incroyable. Enfin, depuis si longtemps que les hommes existent, on n'a jamais... Parce qu'enfin, si on ne sait pas exactement... Enfin, je veux dire, si on ne s'est pas au moins mis d'accord sur nous, quoi... Comment diable peut-on s'entendre? C'est peut-être en effet pourquoi l'on s'entend si mal. Mais nous nous égarons. Il faut rendre votre verdict dans 40 minutes, si vous ne voulez pas recommencer demain.
20 minutes plus tard. Nous n'arrivons à rien. Nous sommes 2 sont pour, 3 sont contre, et tous les autres, alors... Et moi... Alors moi, je suis tout à fait perdu. Insistez auprès de vos collègues. Ils doivent se décider. Vous avez aujourd'hui encore 10 minutes. Dix minutes plus tard. Je vous écoute, monsieur le président des jurés. Nous décidons décidément que nous ne pouvons pas nous décider. Nous vous laisserons donc une nuit de méditation. Vous serez entre-temps logé et nourri. C'est tout à fait inutile. Nous nous déclarons hors d'état de juger. La Cour, dans ces circonstances, est au regret de devoir relever le jury de la charge qui lui incombait. Le procès est donc reporté à une prochaine session devant un nouveau jury. L'audience est terminée. Je ne sais pas si jamais un tribunal anglais avait abrité un tel chahut. Moi, je n'entendais rien. Il paraît que tu as levé les bras comme un boxeur déclaré vainqueur sur un ring. C'est vrai, chérie? Oh, ça n'a guère tardé. 4 jours et demi, après la fameuse audience, le lord du sceau privé me prie de venir le voir. Pensez-vous à son club? Par conséquent, je savais qu'il serait question de tout sauf de justice. Le whisky de ce club est excellent, je vous le recommande. Avec des glaçons? Merci, mon cher ministre, je le prends sec. Comme moi, mon cher Draper, comme moi. Et avez-vous parcouru la presse étrangère? Oh, pas même notre Times. Ces derniers temps, j'ai été... Oui, précisément. Tropie or not tropie. Chicago Daily Post. À Paris, tropie soit qui mal y pense. À l'Est, on ironise sur les dilemmes de conscience où la justice bourgeoise enferme ses malheureux jurés. Mais partout, on reproche à la justice britannique de s'enfermer dans un formalisme qui lui interdit de s'exercer. Excellent, non? Excellent, oui. Était-il réellement impossible d'obtenir un jugement sérieux? Mais on ne peut obliger un jury à se décider. Mais avez-vous exercé réellement votre influence? Dans quel sens? Pour faire rendre un jugement? Un jugement dans quel sens? Oh, c'est certainement pas à moi. Ni à moi. Vous n'auriez pas aimé, je suppose, la loi paternaliste instaurée en France sous l'occupation allemande qui faisait diriger les débats des jurés par le président du tribunal? Certes, non. Que pensez-vous qu'il se passera la prochaine fois avec les nouveaux jurés? Très probablement la même chose. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. J'ai reçu la visite de mon homologue du ministère du Commerce. Il m'a dit, enfin, je vous fais part de notre conversation à titre amical, mon cher Draper, purement amical. Il va de soi que votre charge, enfin, vous ne pouvez pas entrer dans des considérations. Mais enfin, on s'inquiète beaucoup dans certains milieux. Vous n'ignorez pas les projets australiens sur les tropies. Eh bien, c'est une heureuse coïncidence que l'intérêt de notre grande industrie textile s'identifie avec la thèse du ministère public. Thèse tout à fait humanitaire, n'est-ce pas? Et même si votre impartialité vous empêchait d'y adhérer pleinement, il est hautement souhaitable que les tropies soient tenues pour des êtres humains, n'est-ce pas? Ce pourrait l'être. Ce pourrait l'être, mais à une condition. À la condition que cette qualité ne puisse plus être mise en doute.
Expliquez-vous. Pour que le prochain jugement soit susceptible de porter ses fruits, il faut que le jury dispose d'une définition légale claire et précise de la personne humaine. Mais certainement. Je ne vois pas où réside la difficulté. Cette définition n'existe pas. Mais comment est-ce possible? Whisky? Volontiers, oui, volontiers. Mais alors, que me conseillez-vous? Oui, mesdames et messieurs les députés, il appartient à l'Angleterre, après avoir enseigné au monde la démocratie, de lui apporter une fois de plus la première pierre d'un monument sublime, celui du droit international de la personne humaine. Trop souvent, ce qui est un crime pour les uns est tenu à honneur pour les autres. Il n'y a pas si longtemps que les nazis nous l'ont dit, à Nuremberg. Trop souvent, aujourd'hui même, les droits de l'homme sont écrasés par le droit du plus fort. Et à l'heure où je vous parle, de nouveaux crimes se préparent. Que dis-je? Se commettent déjà. Or, voici que nous, loyaux députés de Sa Majesté, sommes choisis par la Providence, si nous nous sentons à la hauteur de cette tâche, pour apporter aux hommes divisés une définition légale, constitutive et première de ce qui distingue l'homme de l'animal. La grandeur de cette tâche, mesdames et messieurs les députés, condamne la pusillanimité. Il faut oser! Si l'on faisait en tout ce que veut la coutume, l'on ne balayerait pas l'antique poussière du temps, et l'erreur montagneuse s'élèverait trop haut pour que puisse pointer l'œil de la vérité. Shakespeare. Eh bien, Monsieur Templeman, nous sommes dans la grande salle où se tenaient les réunions du comité sommaire. Qu'est-ce que le comité sommaire? Eh bien, c'est le comité qui fut formé par le Parlement de Sa Majesté après sa décision de constituer un comité pour l'étude d'une spécification de l'espèce humaine en vue d'une définition légale de la personne. Mais pourquoi sommaire? Eh bien, parce que mon honorable collègue du Parlement, Sir Kenneth Sommer, le préside. Qui fait partie de ce comité? Eh bien, des personnalités de tous les horizons politiques, philosophiques ou religieux. Mais pourquoi un comité? Eh bien, parce que le procès, notre procès, cher Monsieur Templemore, étant en cours, j'ai fait remarquer, en ma qualité de parlementaire et d'avocat de l'accusé, qu'il n'était pas souhaitable d'interférer, si je puis dire. Il a plu au gouvernement de m'approuver et de charger un comité de proposer au Parlement les éléments de la future loi. Mais afin de concrétiser tout l'intérêt porté par le gouvernement à ce comité et lui donner un caractère officieux, plusieurs députés, dont moi-même, y siégeront à titre d'observateurs. Quant aux travaux de ce comité, vos collègues de la BBC sont venus en reportage si souvent que vous ne serez pas embarrassés, je suppose, pour informer vos auditeurs. Les résultats de notre première séance, vous me demandez les premiers résultats, en somme. Exactement, Sir Kenneth Sommer. Nous comptons beaucoup sur vos travaux. Sur nos travaux? Oui, la BBC va lancer un référendum sur les tropies, mais auparavant... Auparavant, il ne faut surtout pas vous hâter, n'est-ce pas? Surtout pas. Parce que voyez-vous, mademoiselle, oui, enfin, puis après tout, je n'ai rien à cacher à nos concitoyens. Le comité que je préside doit être une maison de verre. Mademoiselle, nous avons confronté des opinions intéressantes, certes, mais tellement contradictoires que je crains qu'elles soient inconciliables. Et j'ai peur pour l'avenir, voilà. Peut-être est-ce bon signe? Bon signe, tu sais. Bien sûr, si tout le comité avait pensé la même chose, vous auriez torché une définition en 2 coups de cuillère à peau. Elle n'aurait été qu'une définition de l'homme occidental. Oh, pas même, mademoiselle. Anglo-saxon, c'est parfaitement vrai. Il nous faudra de la patience, voilà tout. Vous êtes jeune, mademoiselle, intelligente, mais jeune. Moi, oui, enfin bref, la patience n'est pas mon fort. Alors, excusez-moi, pardon. Mesdames et messieurs, nous reprenons nos travaux, veuillez vous rasseoir. Calmez-vous, Frances, chérie. Oh, Douglas, comment? Je suis si inquiète. 10 minutes. La meilleure façon de vous rassurer est d'accepter l'invitation des Draper.
Mais enfin, que peut bien me vouloir l'épouse du juge de mon mari? D'abord, il n'est plus mon juge, et il ne le sera certainement plus. Comment le savez-vous? Et il n'aurait pas accepté de faire partie du comité Summer. Il fait partie... J'ai tout compris, elle a appris des choses et elle veut me préparer au pire. Chut. On peut vous entendre. Pardon, chérie. Pardon. Vous êtes en prison, je viens vous voir, vous avez besoin de réconfort et... c'est moi qui pleure. Frances. Il faut que nous sachions ce que mijote ce comité. J'ai honte de moi. Pour cette fois, vous ne serez pas battu. Oh, je vous amuse. Mais si vous saviez... Frances. Je ne t'ai jamais vu ainsi. Tu me caches quelque chose. Non. Non, je t'assure. Tu devais nier ainsi devant ton père lorsque tu mentais. C'est terrible, mon amour. Je n'ose pas te dire ce que je pense. Et pourquoi, grand Dieu? Parce que ce que je pense me fait horreur. Je me fais horreur, je suis malade. Tu le seras bien davantage, mon amour, si tu le gardes pour toi. Oh oui. Tu veux que je te dise ce que c'est? Tu n'es plus d'accord avec moi. Si. Oh, cette grille. Ne crois jamais cela, Doug. Promets-moi, jamais. De tout mon cœur. Jamais. Tu sais que je t'aimerais et t'admirerais toujours autant, quoi qu'il arrive. Et même encore plus si on décidait que... Mais ce ne sera plus la même chose. Qu'est-ce qui ne sera plus la même chose? Je t'aimerais autant, mais plus de la même façon. Cristalline. Pour toi aussi, je serais un assassin. C'était donc ça. C'est drôle. Moi, non. Toi, non? Même si les tropies sont des hommes? Même. C'est comme si pendant la guerre, j'avais tué un Allemand de Prusse orientale et qu'on me dise « Oui, mais aujourd'hui, c'est un Polonais. » En fait, c'est un allié que vous avez tué. Je saurais que ce n'est pas vrai. Si les hommes décident que tu as tué un singe, ou s'ils décident que tu as tué un homme, moi, je ne pourrais pas m'empêcher de penser comme eux. Les visites sont terminées. Douglas! Vous m'en voulez? C'est assez beau, au fond. Beau? Oui. Oui, c'est confus chez moi, mais... ça montre qu'au fond, un meurtre, ça n'existe pas. Puisque ça dépend de ce que les hommes, Frances, rien que les hommes, l'espèce humaine, nous sommes si profondément solidaires de l'espèce humaine que ce qu'elle pense, nous ne pouvons pas nous empêcher de le penser avec elle. C'est probablement ça que je trouve beau. Le reste, ma foi, est un détail. Si je te vois m'aimer d'une façon moins cristalline, comme tu dis, j'en souffrirais. Mais j'aurais dû savoir que c'était dans le contrat. Douglas, mon amour. C'est terminé depuis longtemps, madame. Il faut partir. Serez-vous rentré pour le thé, Arthur? J'en doute, mon ami. Non. Je parie que vous vous rendez encore à une de ces assommades réunions du comité Summer. Et assurément. Laisserez-vous encore longtemps ces stupides escargots se tâter les cornes l'un l'autre? Je ne puis guère les bousculer, ma chérie. Douglas disait à sa femme l'autre jour... Qui disait à qui? Arthur, vous m'avez parfaitement compris. Rosalind, quel est déjà votre lointain lien de parenté avec la femme de cet infanticide? Cessez de me taquiner, Arthur. Vous savez très bien que ma cousine et moi-même, nous nous rencontrons parfois par le plus grand des hasards. Je vous disais donc que Francis m'a raconté que pour Douglas,
La lumière avait jailli lors du procès. Ah, il est bien le seul. Elle m'a parlé de 2 savants, mais les Ne noms, serait-ce moi... pas professeur Rampol et Capitaine Trop? C'est cela même, enfin je ne suppose. Francis m'a bien rapporté leurs propos, mais je n'ai rien compris. Mais pourtant vous y étiez, ils ont dit tous les deux comme vous, les hommes portent des gris-gris, les animaux n'en portent pas. Ce peut être une distinction décisive. J'ai dit ça, moi, monsieur Tudio. C'est comme si on disait, il n'existe pas d'espèce animale qui aille chez le coiffeur. L'homme y va. Donc, ce qui distingue l'homme de la bête, c'est qu'il va chez le coiffeur. Mais ce serait moins sot que vous ne le dites, si on creusait un peu. Mais disons que l'homme se pose des questions, la bête ne s'en pose pas. Qu'en savez-vous? Disons, l'homme paraît se poser des questions, la bête ne le paraît pas. Et puis je vais être en retard. Oui, sauvez-vous. Je demanderai à Francis qu'elle se fasse expliquer cela par Douglas et elle me le répétera. De mieux en mieux, vous ne préférez pas m'accompagner carrément au comité. Dieu m'en préserve. Je ne plaisante qu'à moitié. Vous en savez plus que... Je préfère de loin aller au zoo voir mes gentils troupiaux. Entre nous, vos escargots du comité feraient bien de m'imiter. Ont-ils seulement jamais vu, de leurs yeux vus, un seul tropie? Rosalinde, c'est vous qui devriez être juge. Mais on dirait vraiment des hommes. Qu'est-ce que vous dites, ma petite dame? Et ils parlent. Ah, pardonnez-moi, mademoiselle, celui-là, c'est un gardien. Paranthropus erectus, c'est bien ici. Oh, c'est saisissant. Oh oui. Oh, jamais je ne me serais figuré que... Mais pourquoi leur a-t-on mis des habits? Pour empocher plus de sous avec les visites organisées, au moins. C'est vrai, président Sumner, mais c'est quand même triché, non? C'est vrai. Savoir comment ils sont là-dessous. Tenez, moi j'avais au Bengale une jeune gorille que j'habillais en indigène pour servir le thé. Eh bien, aucune de nos ladies n'a jamais pris garde à la différence. Ça ne m'étonne pas de ces mijaurés. Moi non plus. Et que serait-ce si au lieu d'un gorille, ça avait été un de ces tropies? Oh, c'est vraiment saisissant. On croirait avoir affaire à des hommes véritables. Ah non, monsieur le pasteur. Des hommes, c'est impossible. Et pourquoi donc? Regardez leurs oreilles. De gentilles oreilles, je le veux bien, mais quand même. Toutes ces paires d'oreilles. Ça n'a rien d'humain. Je crois... C'est comme pour leurs pieds, avec ces chaussures. Président, me permettez-vous de signaler aux membres de votre comité qu'ils font fausse route? Mais je vous en prie, Sir Draper. Pardonnez-moi, sir, mais j'entends parler de pieds et d'oreilles. Votre tâche, notre tâche, est moins de classer les tropies que de définir l'homme. Mais si personne n'a jamais réussi... Permettez-moi, Président, mais c'est fait, et même très bien fait. Vite alors. Il y a longtemps que notre grand théologien Wesley a montré que ce qui distingue l'homme de la bête, c'est... C'est la raison. Ce n'est pas la raison, trop sujette à l'erreur. C'est que nous sommes formés pour connaître Dieu et que les bêtes ne le sont pas. Mais comment savons-nous si les bêtes ne connaissent pas Dieu à leur manière? J'avais un perroquet... D'ailleurs, moi, je proteste. Je m'en tiens au vieux Francis Bacon. Bonne ou mauvaise, la raison, c'est la raison et je ne sors pas de là. Je dois vous prévenir que si le comité devait adopter une formule où serait absente l'idée de Dieu, je me récuserai immédiatement et quitterai le comité. Moi aussi, si ce devait être encore une de vos damnées bondieuseries. Et allez donc, c'est reparti. Allons, du calme et procédons par ordre. L'un est pour Dieu, l'autre pour la raison. Il doit bien exister un moyen terme. Pour sûr. Et simple comme bonjour. Les perversions sexuelles. Le moyen terme est pourtant bien visible. D'un côté Dieu, de l'autre la raison. Dieu, qui dans toutes les espèces a créé des mâles et des femelles, la raison à l'inverse, qui seule permet à l'homme ou à la femme de se passer de l'autre sexe. N'a-t-on pas fondé des sociétés brillantes sur la pédérastie? Oui, le tout est de savoir si ce qui distingue l'homme à vos yeux, colonel, ce sont les sociétés brillantes ou bien la pédérastie. Car j'ai le regret de vous informer, si vous ne le savez pas, que les ménages homosexuels sont chose courante chez les canards. Oh, c'est dégoûtant. Et ça ne fait pas avancer la discussion. Animal raisonnable. Voilà l'homme. Et je n'en démords pas. Car combien raisonnable, n'est-ce pas, de tirer le canon pour s'entretuer? Et combien chrétien et charitable de brûler les gens sur des bûchers? Je n'en démordrai pas non plus.
L'homme, c'est la foi en Dieu. Connerie de sacristie. L'homme, d'abord, c'est l'outil. C'est son âme. Le travail. Une ascèse. Le social. La méditation. Alors. Ne vous disputez pas. Vous êtes tous dans l'erreur. Mais oui. Psychologie, théologie, zoologie sont des idées closes, fermées, donc mortelles. L'homme, bien au contraire, est un complexe ouvert qui n'existe que par rapport aux choses. À toutes les choses et aux hommes, à tous les hommes. Et je vais vous mettre d'accord. Les canons, les bûchers, la guerre, l'église, le social et le reste, qu'est-ce que c'est? L'histoire. L'homme et l'histoire, c'est tout un... Je dois prévenir mon honorable collègue qu'il peut envisager de nous convertir au marxisme, mais s'il désire marxiser le Parlement britannique, la loi risque fort... Il n'est pas nécessaire d'être marxiste pour penser comme le monsieur, mais au fond, ça n'explique rien. Ou alors que le monsieur m'explique pourquoi ce qui se passe chez l'homme ne se passe pas chez l'animal. Qu'est-ce qui est particulier à l'homme? La question est là. Oui, qu'est-ce qui est particulier à l'homme? La méchanceté, la cruauté. L'animal est bon, l'homme est cruel. Parce que le tigre du Bengale, vous le trouvez bon. Et Saint François d'Assise, vous le trouvez cruel? Ce sont des exceptions. Ce sont des stupidités, oui. Parfaitement. Ce sont les hommes qui font l'histoire, mais c'est l'histoire qui a fait l'homme. De il ressort qu'au temps préhistorique, nos aïeux n'étaient pas des hommes. Ah, merci pour eux. Non, vous n'y êtes pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? L'art. L'art des cavernes. Les hommes meurent, les civilisations aussi, et que reste-t-il des peuples disparus, même des Égyptiens, des Grecs, des Romains? Les œuvres des artistes. L'histoire est un tombeau. L'homme, c'est l'art, le reste est silence. Très bien, très bien. Mais l'art, alors, c'est quoi? Allez, définition? Définition! Pas besoin de définir l'art, tout le monde sait ce que c'est. Alors pas besoin non plus de définir l'homme, tout le monde sait ce que c'est. Je ne prétends pas autre chose. Oui, mais nous ne discutons pas pour constater que l'homme n'a pas besoin d'être défini, mais pour nous efforcer de le définir. Sir Arthur Draper, nous voici moins avancés, j'en ai peur, que nous l'étions à notre première réunion. Ah, monsieur le juge, je commence à comprendre vos malheureux jurés. Et moi, à plaindre les prochains? Je ne voudrais pas être à leur place. Pourtant, mademoiselle, vous nous avez peut-être mis sur la voie. Vous devez confondre... Pourquoi ce qui se passe chez l'homme ne se passe pas chez l'animal, avez-vous demandé? Je n'ai fait que répéter l'interrogation. Oui, chère mademoiselle. Mais la différence d'intelligence entre le Cro-Magnon et le singe ne devait pas être bien grande en quantité, mais cette différence a dû être énorme dans son essence, dans leur façon d'être envers la nature. L'animal a continué à la subir, l'homme a dû poser la première question. Écoutez, moi, mon avis, je crois que... Mais l'animal confondu avec la nature, heureux comme un poisson dans l'eau, l'animal ne peut l'interroger. L'animal fait un avec la nature, l'homme fait deux. Et pour passer de la passivité à l'interrogation, il a fallu une révolte, un arrachement. Et la frontière que nous cherchons, n'est-ce pas cet arrachement à la nature? Animal avant, homme hors nature après? Et si nous étions des animaux dénaturés? Dénaturés? Ce n'est pas ça. Ça explique la pédérastie? Non, ce n'est pas ça. Ça me plaît même assez. L'homme animal rebelle. Je ne vous dis pas que vous avez tort, mon cher Draper. Je vous parle à titre amical, toujours, ne l'oublions pas. Mais nos députés n'aiment pas du tout votre définition de l'homme. Laissez-les crier, mon cher ministre, pourvu qu'ils votent votre loi. Mais ils ne la voteront pas, notre loi. Et que lui reproche-t-il? De ne rien expliquer. Bien au contraire. Et surtout... Rien expliquer, excusez-moi, mais vraiment. Cela explique simplement que l'animal n'ait besoin ni de fable ni de gris-gris.
Il ignore sa propre ignorance, tandis que l'esprit de l'homme arraché, isolé de la nature et plongé dans la nuit et l'épouvante, il se voit seul, abandonné, mortel, ignorant tout. Unique animal sur terre qui ne sait qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien, pas même ce qu'il est. C'est pourquoi il invente les mythes, les religions, les tabous, les dieux. Dieu, peut-être. Et whisky? Il est toujours aussi excellent, merci. Merci. Mais je vous ai interrompu. Et surtout, disiez-vous? Vous les inquiétez. Moi, Seigneur? Vous prêchez la révolte, mon cher. Comment? Mais oui, avec votre contre-nature. Dénaturé. Oui, pardon. En plus, votre idée n'est pas simple, aisée à retenir. Mauvais, ça. Bref, un Parlement ne peut voter une loi qui dirait « plus vous serez en opposition à la nature ou en révolte contre la société ». Oui, c'est ce que vous dites, mon cher Draper. Plus vous deviendrez un homme. Plus vous serez contre nous, mieux ce sera. Oh, n'est-ce pas demander beaucoup à d'honorables parlementaires? Et même, faut-il blâmer leur prudence? La démocratie, c'est fragile. Et vous ne buvez pas? Moi, j'en reprends, vous permettez? Remarquez, vous avez peut-être raison, je n'en sais rien. Cela dépasse ma compétence. Mais, devant le Parlement, vous avez tort. Tandis que si nous lui proposons une définition engageante, enfin qui convienne à tous... Mais laquelle? L'esprit religieux. J'ai vu le président Sommer. Tout son comité est d'accord. Même ce jeune homme un peu fasciste, là, vous savez, qui ne jure que par l'art. Naturellement, il faut prendre esprit religieux dans son sens large. Alors tout y entre. Tout. Même la politique. Mais buvez donc, mon cher Arthur, vous me ferez plaisir. En somme, c'est ce que vous dites. Exprimez autrement, voilà tout. Vous ne trouvez pas la définition bougrement équivoque? C'est justement ce qui est commode. Et vous pensez que les 110 ou 120 pays membres de l'ONU accepteront l'esprit religieux comme définition de l'homme? Mon cher, nous avons un problème à résoudre qui n'est pas universel, mais beaucoup plus modestement celui du peuple tropi et de notre industrie textile. Exact? Oui, mais... Alors, chaque chose en son temps. Savez-vous, cher Arthur, que c'est un vrai plaisir de discuter à titre purement amical avec vous? Voulez-vous, mesdames et messieurs les députés, voulez-vous que nous passions au vote? Et pourquoi voter, monsieur le ministre? Une pareille loi s'accepte par acclamation. Et n'oubliez pas les tropies. Ni les textiles anglais. Nous n'oublions ni les uns ni les autres. Un procès va se rouvrir pour les premiers, et mon souci de nos intérêts économiques n'est plus à démontrer. Je relis donc le texte de la loi qui vous est proposé. Article 1. L'homme se distingue de l'animal par son esprit religieux. Article 2. Les principaux signes d'esprit religieux sont, dans l'ordre décroissant, la foi en Dieu, la science, l'art et toutes leurs manifestations, la politique, les langages, les philosophies diverses et toutes leurs manifestations, le fétichisme, les totems et les tabous, la magie et toutes leurs manifestations, le cannibalisme rituel et ses manifestations. Article 3. Tout être animé qui montre un seul des signes mentionnés à l'article 2 est admis dans la communauté humaine, et sa personne est garantie sur tout le territoire du Commonwealth par les diverses stipulations figurant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Voulez-vous passer au vote? Vive l'Angleterre!
God save. Non, mademoiselle, non. Permettez, président Schumann. C'est le sérieux des travaux de notre comité qui lui a valu l'honneur de se voir confier une nouvelle tâche, une nouvelle question. Les tropies sont-ils des hommes? Il ne s'agit donc pas de s'adonner à la sensiblerie, mais parfaitement. Mais vous avez raison, Président. Nous avons un texte de loi pour nous guider à présent, sacrebleu. Et alors? Les tropies croient-ils en Dieu? Non. Sont-ils scientifiques, artistes? Non. Fétichisme, tabou politique, rite funéraire, rien. Ils ne se mangent même pas entre eux. Je n'ai pas entendu dire que les tropies possédassent un art rupestre. Non, l'humanité est un club très fermé, il n'y entre pas qui veut. Oui, Sir Draper, vous avez la parole. Le chagrin de mademoiselle fait plaisir à voir. Oh, monsieur le juge, vous aussi. Parce que vous y puiserez certainement de précieuses intuitions. Merci à l'avance. Pour l'heure, sur le conseil de l'accusé, après tout, il a son mot à dire lui aussi, j'ai consulté le professeur Rampol. Et d'après lui, nous avons certainement laissé échapper un indice de comportement religieux. Ah, je le savais bien. Ah, ça m'aurait étonné. Et lequel? Je préfère laisser répondre les papous. Les papous? Professeur Krebs, vos porteurs papous ont mangé des tropies. Quelle horreur! Oui, mademoiselle. Les boucheries étaient fermées ce jour-là. Vous avez raison de railler, professeur. Il y a fort à parier que vos papous s'y sont pris plus humainement que nous dans nos abattoirs. Ouais, nous voilà repartis dans la sensiblerie. Non, je vous en prie, professeur. Oui, mais papous ont mangé du tropies. Pardon. Je ne voudrais pas jouer sur les mots, mais vous dites manger du tropi. J'ai dit, moi, des tropies. Bon, je ne vois pas très bien. Ordinairement, que mangent-ils, vos papous? Ordinairement, comme vous et moi, avec une préparation différente. Mais sinon, manger du tropi, pour eux, ça a été la fête. Le père d'Illigan vous l'a raconté. Ils avaient dansé, chanté. Une vraie cérémonie de cannibalisme rituel. Faisait-il une telle cérémonie à chaque repas ou seulement avec les tropis? Oui, milord. Et encore, pas avec tous. Pas avec nos larbins. Vos larbins? Les tropis qui étaient restés au camp et vivaient avec nous. Simplement pour n'avoir plus qu'à mettre les pieds sous la table. Ceux-là, ils ne prenaient même plus la peine de fumer leur viande, comme faisaient les tropies des falaises. Tout cru, tel quel. Alors que les autres faisaient cuire leur viande? Non. Ils la fumaient, simplement, même s'ils la mangeaient tout de suite. J'y pense. C'est peut-être pour ça que mes papous ne mangeaient que du tropi des falaises. Ils avaient un petit goût de fumée. C'est là toute votre analyse? Pardonnez-moi, milord, mais le casse-croûte de mes papous ne m'a pas retourné comme le brave père d'Illigan. C'est la loi du monde, ça. Tuer pour vivre. Justement. Si vous le permettez, je vais vous lire la lettre que m'a remise Douglas Templemore. À l'attention du comité sommaire. Oui, en fait, tout le début, je vous l'ai exposé dans mes questions, professeur Krebs. Voilà. Mettons-nous à la place. Oh, chérie, ce n'est pas vous qui lirez cette lettre à la radio? Frances, chérie, c'est un document BBC. Donc, dans la réalité, c'est le juge Draper. Douglas, c'est tout de même vous qui l'avez écrite, cette lettre. Bien. Mettons-nous à la place des papous. Ils ont là devant eux un peuple étrange, mi-singe, mi-homme. Une partie de ce peuple-là paraît constituée d'êtres fiers, soucieux de leur indépendance, et qui se livrent à une pratique en laquelle nos papous savent reconnaître une très primitive adoration du feu, une sorte de pratique religieuse. Et nos papous ne s'y trompent pas. Ils les traitent en hommes, ils les mangent. Quant aux autres tropies, légers, insouciants, qui abdiquent leur liberté pour un peu de viande crue, qui abandonnent même la salaison, une pratique qu'ils suivaient par imitation, ils les traitent en singes.
Nous croyons, nous, qu'ils sont dans le vrai. Chez ce peuple, à la limite de l'homme et de la bête, tous n'ont pas également franchi la ligne. Mais il suffit, à notre avis, que quelques-uns l'aient déjà franchi pour que l'espèce tout entière soit accueillie avec eux dans le sein de l'humanité. Vous avez raison, chérie. Et combien d'entre nous auraient été capables de la franchir, cette fameuse ligne, sans y être quelque peu aidés? Mais vous ne vous préparez pas, Frances? Nous allons être en retard chez les Draper. Mais je veux écouter la fin de votre émission. La fin? Mais vous venez de l'entendre. Vous ne trouvez pas bien de finir par cette lettre? Et le deuxième procès? Puisque je présente... Et termine l'émission, l'auditeur comprend, même s'il ne s'en souvient déjà plus, que j'ai été acquitté, et que les esclavagistes australiens en ont été pour leurs frais, non? Au grand soulagement des textiles anglais. Ne l'oublions pas. Croyez-moi, il faut rappeler que si vous avez été acquitté, c'est grâce... C'est un peu grâce à tout le monde. Il y avait quand même un risque, non? Je ne pouvais pas être condamné pour un meurtre, enfin pour un délit commis avant l'existence de la loi sanctionnant ce délit. Une loi n'a pas d'effet rétroactif. Oui, bien sûr. Mais j'ai tout de même eu très peur. Je connais quelqu'un qui a très peur en ce moment même. Oui, chérie. C'est Mrs. Rosaline Draper qui tremble de devoir servir froide sa délicieuse sauce à la menthe. Votre Douglas n'a pas l'air très en forme, je me trompe, Frances? Parlez sans inquiétude, ils prennent leur whisky. Il estime n'avoir pas réussi. C'est pas l'avis d'Arthur. Vraiment? Ah oui. Il pense qu'on a obtenu beaucoup plus qu'il n'était permis d'espérer. Remarquez que moi, ma petite, j'ai probablement là-dessus d'autres idées que vous. Douglas est libre, parfois, et c'est le principal. Quelle idée d'avoir été remué tout ça. Remuer quoi donc, Lady Draper? Appelez-moi Rosaline, mon petit. Croyez-vous que les Tropis seront plus heureux d'être des hommes? Ils vont devenir menteurs, cruels, égoïstes, ils vont s'entretuer. Beau cadeau qu'on leur fait là, vraiment. Je crois que c'en est un. Vraiment? Oui. Un très beau cadeau. J'y ai beaucoup pensé. J'ai d'abord eu du chagrin, bien sûr. Vous voyez? Non, pour Douglas. On l'a acquitté, mais c'est quand même un meurtrier. C'est vous qui pensez ça? Oui. Il a tué un bébé, son fils, avec ma complicité. Toutes les arguties n'y changeront rien. J'en ai pleuré nuit après nuit d'abord. J'ai un parrain qui avait écrasé un enfant qui s'était jeté sous ses roues. Je ne peux plus voir mon parrain. Vous me trouvez affreuse, non? Vous me surprenez un peu, j'avoue. Moi, je me suis trouvée affreuse de trahir Douglas. Et puis maintenant, je trouve que c'est beau. Doug m'a expliqué un jour. J'ai un peu oublié, mais je suis sûre que c'est beau. Cette douleur, cette horreur, c'est la beauté de l'homme. Les animaux sûrement sont plus heureux qu'ils ne les ressentent pas. Mais je ne troquerai pas pour un empire cette douleur, cette horreur, et même nos tueries, contre leur inconscience et leur bonheur. Contre leur bonheur inconscient. Après tout, moi non plus. L'affaire des Tropis nous a du moins appris une chose. L'humanité n'est pas un état à subir. C'est une dignité à conquérir. Je sais maintenant. Je sais que l'histoire humaine n'est pas un conte sans queue ni tête, plein de fureur et de sang, et raconté par un idiot. Et ce dîner, Rosaline? Oh, Arthur, vous m'avez fait peur. C'est que je compte sur votre repas pour redonner du tonus à notre journaliste. Moi, je n'y suis pas parvenu. Allons, Doug, tout cela ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Bientôt, Lady Draper. Votre mari m'a montré, j'ai lu les journaux, c'est déjà oublié. Quand il ne tombe pas purement et simplement dans la calomnie. Non, calmez-vous, Doug chéri. Mais enfin, darling, pas un journal politique, scientifique ou religieux qui tente de parfaire la définition. Je vous l'ai dit, Douglas, ce serait trop beau de mourir pour une cause tout à fait juste. La dignité du combat de l'homme réside même dans ses chutes, dans ses échecs. C'est la dualité humaine, c'est la condition humaine. Et que me reste-t-il à faire? Mais alors, continuez, mon vieux. Comment, vous voulez qu'il recommence ça? Non, quelle idée. Je veux dire qu'il continue à se battre comme journaliste, comme écrivain. Ah, l'écrivain,
c'est ma Frances. C'est vrai que vous écrivez, mon petit, j'aime beaucoup d'ailleurs. Eh bien, fabriquez-nous un roman chez les Tropies. Mais oui, vous avez dit des choses très très délicates tout à l'heure, Frances, très féminines. Je suis certaine que vous apporterez sur ce problème un point de vue tout à fait original. D'ailleurs, je suis persuadée d'une chose. Si c'était vous, Francis, qui aviez eu maille à partir avec la justice, tout se serait passé différemment. Oh, riez. Vous m'agacez prodigieusement tous avec votre définition de l'homme, toujours de l'homme. Pourquoi pas de l'être humain, de la personne humaine, le monde est misogyne, voilà. C'est un combat pour vous aussi, cher Douglas. Vous qui aimez les causes impossibles, donnez sa vraie place à la femme. Pour l'heure, j'aimerais que ma place soit à table. Oh, c'est vrai, tout va être froid. Oh, c'est sans importance, Lady Draper. Frances et moi raffolons de la sauce à la menthe froide. C'est vrai? Frances. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, Madeleine? Mais c'est affreux, je n'en ai pas fait. Mais vraiment, je vous assure, il n'y en a pas. C'était Les animaux dénaturés. Aujourd'hui, seconde partie, La société humaine, un club privé. Par Maurice Chevitte, d'après le roman de Vercors. Avec Roger Molien, Douglas, Monique Thierry, Frances, François Darbon, le président Draper, Jean Levray, le procureur Minchet, Philippe Lodenbach, le docteur Figgins, Bernard Véron, Jameson, Armontel, Bulbrow, Maurice Chevitte, Knatch, Pascal Mazotti, Eatons, René Lafleur, le président du jury, Pierre Trabeau, Grimm, Yvonne Clèche, Lady Draper, Roger Brett, professeur Rumpole, Roger Carrel, Captain Trope et Sommer, Jacques Gueusy, le Lord Tussaud privé, Éric Legrand, un jeune député, Claude Dasset, Krebs, Dominique Jaïr, une journaliste, Gérard Darieux, Pop, Raymond Jourdan, le pasteur, Lisette Lemaire, la petite dame, Jean Mauvais, un moustachu contestataire, René Renaud, le gentleman, Jean Bollot, l'ex-colonel, et le concours de Michel Orlando, Michel Chaume, Éric Chartier, Christine Malouvier, Michel Voletti. Collaboration technique Nelly Laya, prise de son Robert Gachassin, assistante Annie Delers, réalisation Claude Roland-Manuel.